séance consacrée à la séquence 1 de la classe de géographie de 4e intitulée « Les espaces et les paysages de l'urbanisation dans le monde ». Et aujourd'hui, après avoir étudié une grande mégapole d'Amérique centrale ou latine, peu importe, c'est-à-dire Mexico City, nous allons maintenant changer de continent, aller plus à l'est, nous allons en Europe et nous allons découvrir qu'une ville est capable de changer de peau, un peu à l'image des serpents, et que l'on peut donc parler des mues urbaines de Londres. L'occasion également d'enrichir ton vocabulaire géographique et de découvrir une nouvelle manifestation de l'urbanisation et que l'on appelle la gentrification, la gentrification en anglais. Et la question sera, de quoi s'agit-il au juste ? Et donc, la problématique de la séance, elle tombe sous le sens, elle n'est pas difficile à formuler. En quoi les mues urbaines de Londres offrent-elles des exemples de gentrification des quartiers concernés ? Et au cours de cette première partie de séance, tu vas faire la connaissance d'un quartier véritablement très connu de Londres, que l'on appelle les Docklands. Nous parlerons aussi de la très célèbre centrale électrique de Battersea, et tu verras qu'aussi bien pour les Docklands que pour la centrale électrique de Battersea, on assiste à ce que j'appelais le phénomène de gentrification. Alors dans un premier temps, je t'invite à découvrir ce reportage du JT de France 2 qui date de 2017 et qui nous présente en particulier le cœur de Londres, c'est-à-dire la ville-centre et même le centre-ville de la ville-centre, le quartier de la City. Et c'est l'occasion non seulement de se familiariser avec Londres, mais aussi avec ses paysages urbains, l'occasion de voir qu'à Londres, le vieux côtoie le récent, si je puis dire, et que, en particulier dans le quartier de la City, les immeubles de l'époque victorienne, c'est-à-dire le 19e siècle, se marient finalement assez bien avec le tout vert aluminium et acier des gratte-ciel de la City qui, eux, appartiennent à la deuxième moitié du XXe siècle, pour ne pas dire le début du XXIe siècle. Bien sûr, en géographie, on garde toujours les mêmes fondamentaux, à savoir que la première chose à faire est de situer dans l'espace mondial, donc on va le faire avec la ville de Londres, et donc l'occasion de vérifier que la ville de Londres se trouve bien en Europe, se trouve au nord-ouest de l'Europe, se trouve dans les îles britanniques et plus exactement sur la grande île, celle de la Grande-Bretagne, formée par l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Écosse. Et donc Londres se situe en Grande-Bretagne. C'est l'occasion de le voir. Donc, voisine de la France, mais séparée de la France par cette mer que l'on appelle la Manche. À l'île de Grande-Bretagne, formée de l'Écosse, du nord au sud de l'Écosse, de l'Angleterre et du Pays de Galles, si tu lui ajoutes l'Irlande du Nord, tu obtiens le Royaume-Uni.
Donc Londres est la capitale de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni. Et comme tu peux le voir, Londres n'est pas au bord de la mer, ni au bord de la Manche, ni à la mer du Nord, mais tu verras que Londres a néanmoins un passé de port de mer, parce que Londres est reliée à la mer du Nord par un fleuve, la Tamise, et donc Londres se situe dans le quart sud-est du pays que forme le Royaume-Uni, et se trouve donc en situation quasiment de carrefour maritime, puisque face à la Manche qui se trouve au sud, et face à la mer du Nord qui se trouve à l'est. Alors, cette étude de la ville de Londres est l'occasion de vérifier ce que l'on a vu avec Mexico City, c'est-à-dire que l'on retrouve une aire urbaine très étendue, constituée de ce qu'on peut appeler le cœur urbain, c'est-à-dire la ville-centre, Londres, qui est coupée en deux par le fleuve de la Tamise, qui s'écoule d'ouest en est. Donc la partie supérieure, eh bien, ça va être la rive gauche. La partie inférieure, c'est-à-dire en bas du fleuve de la Tamise, c'est ce qu'on va appeler la rive droite. Donc là, on a le pôle urbain, c'est-à-dire la ville-centre et ses banlieues proches. Et puis ensuite, ce qui est marqué en vert, là, c'est ce qu'on appelle le Grand Londres, c'est-à-dire les banlieues plus récentes, mais également plus éloignées, d'autant qu'elles sont éloignées volontairement par les pouvoirs publics, par ce que l'on appelle la ceinture verte, c'est-à-dire une zone inconstructible qui entoure la capitale britannique comme un anneau de verdure afin de lutter contre l'étalement urbain. Mais l'étalement urbain est malgré tout une des caractéristiques de l'ère urbaine londonienne, c'est une évidence. Et pour preuve, le diamètre de l'autoroute M25, qui est une autoroute périphérique, qui fait donc le tour de ce qu'on appelle le Grand Londres, c'est-à-dire l'aire urbaine londonienne, et on voit que cette autoroute fait un large détour tout autour de l'aire urbaine, parce qu'on a affaire à une des principales aires urbaines du continent européen. Alors, toujours pour se familiariser avec les paysages urbains de Londres, eh bien, je te propose de découvrir cette photographie emblématique du centre-ville. C'est-à-dire que là, on est au cœur du pôle urbain et on est véritablement au cœur du cœur. On est vraiment au centre de la ville. Puisque cette photographie est prise à hauteur de la Tamise, qui coule, donc, je te le rappelle, d'ouest en est, donc du bas de la photo vers le haut. Sur la droite de la photo, on est sur la rive droite, sur la gauche de la photo, on est donc sur la rive gauche. Et sur la rive gauche de la photo, tu aperçois, c'est à hauteur des lettres A et E de la légende, tu aperçois le quartier de la City, le quartier des affaires, le quartier historique des affaires de Londres, là où on trouve la Banque d'Angleterre, là où on trouve la bourse, là où on trouve beaucoup de sièges sociaux d'entreprises.
avec des immeubles, des gratte-ciels, pas des immeubles d'ailleurs, des gratte-ciels particulièrement audacieux. Le tout dernier, celui qui est véritablement plus innovant que les autres en termes d'allure générale, c'est The Shard. Hein, c'est l'aiguille qui se trouve sur l'autre, qui se trouve en face, qui se trouve sur la rive droite, qui est marquée par la lettre G. Et puis donc là, c'est la Londres moderne, la Londres du 21e siècle, la Londres verticale. Mais comme tu peux le voir, au pied de la City, et particulièrement au pied de la Tamise, eh bien, on a des immeubles de taille bien plus modeste, de quelques étages seulement, et qui, pour certains, remontent au 19e siècle. Le bâtiment F, c'est-à-dire la cathédrale Saint-Paul, est probablement l'un des monuments les plus anciens de Londres, mais il faut dire que la ville de Londres est une ville plutôt jeune. Enfin, oui et non, parce que Londres existait déjà à l'époque romaine, hein, sous le nom de Londinium, mais la ville de Londres que tu as sous les yeux est une ville nécessairement récente, parce que tu as certainement entendu parler du grand incendie de 1666 qui a vu Londres disparaître à 90% ou sinon davantage dans les flammes pendant plus d'un mois d'incendie incontrôlé, et que du coup, eh bien, les Anglais ont rebâti leur capitale, mais que forcément, les bâtiments les plus anciens ont du mal à être antérieurs au XVIIe siècle. Donc on a affaire à une ville ancienne, mais dont les paysages urbains, les plus anciens, n'ont pas plus en général de 300 ans. Et il y a donc ce curieux mélange qui fait la modernité et la marque de Londres. J'en prends par exemple en bas à droite de la photographie le Tate moderne, qui est une ancienne usine et qui a été complètement rénové, réhabilité et surtout transformé en un musée d'art contemporain qui n'a plus grand chose à voir avec l'époque à laquelle le bâtiment a été construit et qui n'a pas grand chose à voir avec l'activité pour laquelle il avait été construite. Voilà, ça c'est tout le charme de Londres. La diversité de ces paysages et le mariage entre l'ancien et le moderne. Il est temps de découvrir le quartier des Docklands, c'est-à-dire ce quartier essentiellement situé sur la rive gauche de la Tamise et qui se situe à l'est du quartier central de la City. Et c'est ce petit territoire, là on est véritablement dans la ville-centre, hein, on est vraiment au cœur de l'aire urbaine londonienne, à l'intérieur du petit rectangle jaune que j'ai dessiné, et tu vois, ça fait comme une sorte de presqu'île qui s'appelait Isle of Dogs, l'île aux chiens, qu'on appelle aujourd'hui Canary Wharf, et cette langue de terre qui oblige finalement la Tamise à faire un détour, ce qu'on appelle un méandre, et bien là est le cœur de ce que l'on appelle le quartier des Docklands, c'est-à-dire l'ancien quartier des entrepôts portuaires de Londres. Voilà de manière plus précise, en zoomant, les territoires qui constituent les Docklands. Et comme tu peux le voir, il y a 4 grands quartiers. À l'ouest, c'est-à-dire sur la gauche, aussi bien sur la rive gauche que sur la rive droite, le quartier de Wapping qui fait face au quartier de St. Saviour's Dock. Et dock en anglais, ça veut dire port fluvial, mais comme la Tamise est reliée à la mer du Nord, eh bien, au XVIIIe, au XIXe siècle, au temps de la marine à voile,
les navires de haute mer parvenaient à remonter la Tamise jusqu'à Londres, ce qui fait que, bien que sans être au bord de la mer, Londres pouvait être considéré comme un port de mer. Puis l'île aux chiens, Isle of Dogs, cette langue de terre qui oblige donc la Tamise à faire son méandre. Et puis un peu plus à l'est, les docks, c'est-à-dire les ports royaux, Royal Docks. Donc véritablement, on est dans un quartier qui était entièrement dédié à l'activité portuaire et commerciale. Ben oui, c'est pas pour rien qu'il était accolé au fleuve de la Tamise. Et ce quartier, comme tu vas le voir, a été entièrement rénové et a surtout changé d'activité. Et pour te donner une idée de la transformation des paysages, des activités et même du peuplement de ce quartier, eh bien le plus simple, c'est de faire une comparaison entre deux photographies qui ont été prises au même endroit, alors pas tout à fait à la même distance. La photo de droite en couleur a été prise d'un peu plus loin, mais on reconnaît quand même les bâtiments qui sont sur la gauche. C'est le même quartier. On est donc sur la Tamise, qu'on peine d'ailleurs à voir sur la photo de gauche tellement elle est chargée de bateaux, mais qu'on voit mieux sur la photo de droite parce qu'il y a beaucoup moins de bateaux et c'est plus tout à fait les mêmes d'ailleurs. Mais on est dans le même quartier. La différence, c'est que pour la photo de gauche, on est en 1900, alors que pour la photo de droite, on est en 1987. Donc il y a presque un siècle qui sépare les deux photographies. Et si on n'est pas très observateur, eh bien, on peut ne pas remarquer que c'est le même quartier. Parce que si, il y a quand même des choses qui n'ont pas changé, outre la Tamise qui est toujours au même endroit. Les entrepôts en briques sur la gauche sont toujours là. On a enlevé la plupart des grues à portique ou des grues tout court qui servaient à décharger la cale des navires, mais certaines sont restées. Les quais ont changé de nature, tout comme d'ailleurs leurs entrepôts, parce que comme tu l'as vu dans le reportage, les entrepôts sont devenus des lofts, c'est-à-dire des logements spacieux de grand standing, hein, c'est-à-dire avec des loyers très 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 élevés. Les quais sont devenus des lieux de promenade, sont devenus des espaces pour les terrasses des cafés et des restaurants. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans un quartier très touristique. La preuve, c'est que l'un des hôtels les plus luxueux de Londres, l'hôtel Marriott, c'est le gratte-ciel que tu aperçois au centre de la photo et qui, lui, évidemment, n'existait pas en 1900. Donc on est dans un quartier très touristique, très vivant, notamment la nuit, alors que ce n'était pas le cas en 1900 parce qu'on n'était pas tellement dans un quartier d'habitation. Les marins vivaient sur leurs bateaux. Quant aux dockers, c'est-à-dire ceux qui déchargeaient les marchandises, ils ne vivaient pas dans les entrepôts, ils vivaient dans d'autres quartiers. Donc la nuit, on était dans des quartiers plutôt déserts, alors que là, c'est plus le cas. Quant aux navires, c'est plus des navires de haute mer, hein, ce sont plutôt des péniches qui servent de résidence pour des gens qui en ont les moyens, parce que ça coûte très cher d'habiter sur une péniche. C'est réservé aux gens riches qui aiment bien habiter là où les autres n'habitent pas, hein, parce que c'est pas banal finalement d'habiter sur une péniche. Et tu aperçois sur la droite de la photo que l'on a d'autres entrepôts, mais que ces entrepôts qui ont été aussi rénovés, qui sont devenus des appartements de luxe, eh bien, sont bordés par des gratte-ciel. On aperçoit le gratte-ciel de la HSBC, c'est-à-dire une banque suisse, qui nous prouve bien que ce quartier
portuaire, eh bien, est devenu un quartier touristique, mais également une des places fortes de la finance. On a là la deuxième City de Londres, ou plus exactement l'extension de la City, le quartier d'affaires de Londres, qui manquait de place engoncé dans son centre-ville et qui a trouvé sur l'île aux chiens la place qui lui manquait, ou dans les docks royaux, la place qui lui manquait désespérément pour faire pousser ses gratte-ciel, parce qu'on a tout simplement rasé un certain nombre d'entrepôts qui ne servaient plus, et avec la place disponible, eh bien, on a fait sortir de terre cette extension du quartier des affaires de Londres, une city bis. Du reste, on a un témoignage culturel de la déchéance du quartier des Docklands, qui était devenu donc un ensemble de friches urbaines et industrielles, comme tu peux le voir sur la photo de droite. Et on a ce témoignage à travers une des bandes dessinées les plus célèbres du patrimoine mondial, disponible d'ailleurs au CDI, la célébrissime La Marque Jaune, les aventures de Blake et Mortimer, scénarisée et dessinée par Edgar Pierre Jacobs. Et dans cette bande dessinée de 1953, un mystérieux personnage qui s'appelle la Marque Jaune fait régner la terreur sur Londres. Et au cours de l'histoire, l'un des deux héros, le capitaine Francis Blake, tombe dans un piège qui lui est tendu justement dans le quartier des Docklands, qui est un quartier idéal quand on veut se débarrasser de quelqu'un discrètement sans témoin, puisque dans le Londres de 1953, le quartier des Docklands, la nuit, c'est un véritable désert qui correspond donc à cet espace complètement abandonné par Dieu et les hommes, comme on aurait dit à l'époque. Alors, quel contraste avec les Docklands d'aujourd'hui, qui encore une fois sont devenus le quartier à la mode pour les Londoniens, et donc les Londoniens riches. Parce que le Royal Dock, devenu donc la Canary Wharf, c'est-à-dire la City bis de Londres, n'est pas qu'un lieu où l'on fait des affaires, où se traitent des affaires boursières, bancaires ou liées à l'assurance, mais c'est aussi maintenant devenu un quartier résidentiel, alors très haut de gamme évidemment pour gens riches, mais on estime que plus de 80 000 personnes vivent dans ce quartier, c'est-à-dire plus que les gens qui y travaillent, puisqu'ils sont estimés à un peu plus de 60 000. Et donc ce quartier est devenu résidentiel, alors que les Docklands, avant leur rénovation, était tout sauf résidentiel. Alors après la Marque Jaune, les Pink Floyd et leur album Animals de 1979, un album fort célèbre pour tous les amateurs de rock progressif britannique. Et pourquoi je te parle justement de cet album de 1979, c'est parce que la couverture, la pochette de l'album reprend la très célèbre centrale électrique de Battersea sur le bord de la Tamise. Alors on n'est pas exactement dans le quartier des Docklands, on est un peu plus à l'ouest, on est beaucoup plus près du centre-ville, on est quasiment au centre-ville. Et on est surtout sur la rive droite de la Tamise. Mais bon, grosso modo, on est quand même à peu près dans le même périmètre. Et puis surtout,
Il en va de Battersea comme des Docklands. C'est un magnifique exemple de rénovation, de réhabilitation urbaine et aussi de changement de fonction. Puisqu'on avait un espace qui était entièrement dédié à la production d'électricité, jusque dans les années 60-70. Alors, on n'avait pas spécialement recherché l'esthétique, hein. On ne peut pas dire que cette centrale soit particulièrement belle, mais elle a fini par gagner un certain cachet grâce notamment à la pochette de l'album des Pink Floyd, et c'est devenu un des monuments finalement les plus célèbres de Londres, après Big Ben et Tower Bridge. Bon, il faut dire que vu son implantation, de toute façon, quand on va à Londres, on est obligé de la voir, cette centrale de Battersea. Mais depuis son arrêt, eh bien, elle aussi était devenue une friche industrielle, une friche urbaine, et cette fois-ci quasiment au cœur de Londres. Donc ça posait quand même un problème d'image pour la capitale britannique. Sauf qu'un ambitieux projet évoqué dans la vidéo qu'on a vue ensemble, un audacieux projet à redonner de l'intérêt et à redonner vie à Battersea Station, Power Station, et comme tu peux le voir autour de la station ont été construits tout un quartier. Alors ce sont des immeubles, mais ce ne sont pas des HLM, hein, loin s'en faut, parce que pour pouvoir vivre dans ce quartier, qui est encore une fois très très proche du centre, il faut très clairement avoir les moyens. Là aussi, on est dans un magnifique exemple de gentrification. Parce que vu de plus près, hein, vu du cœur du quartier, là on voit une allée piétonne, on voit très bien que les façades des immeubles sont très très retouchées, sont très travaillées. L'esthétique est très travaillée, les matériaux sont très modernes. Et donc on imagine bien que ce ne sont pas des logements sociaux bon marché. Alors voici une vue de la centrale électrique fermée, hein, quand elle était devenue une friche industrielle. Ça doit être une photographie qui doit remonter aux années 70 ou 1980. Donc un espace devenu inutile et vide, qui a changé de fonction puisque aujourd'hui il abrite un très important centre commercial, et les boutiques qui se disputent le privilège de figurer dans cette galerie commerciale sont des boutiques plutôt de luxe, parce que la clientèle du quartier est une clientèle à fort revenu.